Je les sens, d'accord. Ok, très bien. Ben, nous allons commencer. Pour le moment, vous êtes la seule participante, mais ça va arriver peut-être. Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Antipi Potolia. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la télécollaboration interculturelle. Donc, je vous présente Martine Derivry qui va prendre la parole et moi, je vais animer la séance d'aujourd'hui. Bonjour. Nous sommes nous avons travaillé sur le projet TILA et la télécollaboration interculturelle. Ça va être vraiment l'objet du propos. Donc, why learn a language, hein, parce que pourquoi apprendre des langues, justement pour communiquer avec des apprenants et avec des locuteurs d'autres langues, d'autres cultures. Donc, Antipi Potolia vient de se présenter. Moi, je suis donc Martine Derivry et j'appartiens à l'université Sorbonne Université Paris 6. Alors, ce webinaire sera posté sur l'espace YouTube de TILA. Donc là, vous avez un petit peu l'interface. Et voilà un petit peu le programme de cette heure à passer ensemble. D'abord, vous présenter le projet TILA et la dimension interculturelle. Ensuite, qu'est-ce que ça implique pour les enseignants, puis pour les apprenants. Enfin, qu'est-ce que c'est que développer des compétences interculturelles dans ce cadre. Et en tout dernier lieu, TILA, donc cette plateforme interculturelle, pourra être un support pratique, à la fois pratique et de recherche, pour les stagiaires en langue, notamment pour les SP. Alors, en même temps que je vous parle, je ne sais pas si vous voyez au niveau de l'interface, vous avez une petite fenêtre ici, donc à droite de votre écran, où vous pouvez écrire vos questions. Et qui sont après prises en compte par ma collègue. Donc, vous pouvez intervenir oralement, sans problème si c'est possible, mais parfois s'il y a un problème de son, vous pouvez toujours écrire vos questions dans cette petite fenêtre. Donc, je commence par présenter un petit peu TILA et la dimension interculturelle de ce dispositif. Alors, c'est un projet donc européen qui s'est mis en place en janvier 2013 et qui s'achève là maintenant à la fin du mois, en juin 2015. Dans ce dispositif, il y avait 6 pays représentés dans le consortium et chaque pays coordonnait le travail collaboratif qui était entrepris dans une école secondaire. Et donc, il y avait à la fois dans chaque pays une université et une école secondaire pour mettre en place ce dispositif. Alors, au niveau des écoles, donc vous avez pour la Grande-Bretagne, donc c'est l'université de Roehampton, et puis donc l'école secondaire, Utrecht, qui est véritablement l'organisateur général du projet, donc l'université d'Utrecht. Vous avez aussi l'école secondaire, ici en Allemagne, ici en France, il s'agissait du collège La Cerisée dans le Val-de-Marne, à Charenton-le-Pont. Et puis nous avions aussi un partenaire à Valence. Donc ça, c'est les 6 partenaires avec les 6 écoles secondaires. Et puis, c'est donc à fonctionner sur la première année. Et la deuxième année, nous avons pu associer d'autres écoles. Hein, et on se retrouve donc à la fin du projet déjà avec 42 partenaires associés. Alors, que signifie la télécollaboration interculturelle? Il s'agit de l'utilisation d'outils de communication en ligne pour la collaboration, l'interaction et la communication orale et écrite entre apprenants dispersés dans le monde, ou en tout cas en Europe pour l'instant, dans des classes de langue qui sont gérées en parallèle afin de favoriser l'interaction sociale et l'échange interculturel. Voilà, hein, donc on comprend peut-être mieux maintenant l'acronyme de TILA, hein, Telecollaboration for Intercultural Language Acquisition. Donc il s'agit d'un dispositif interculturel qui permet l'acquisition en langue et le développement de compétences interculturelles. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dispositif ne se substitue aucunement à un enseignement classique de langue étrangère. Simplement, il apporte un dispositif qui permet
à la fois l'acquisition en langue, la pratique de la langue avec des locuteurs étrangers, et par la même occasion, une réflexion sur cette communication interculturelle et sur le développement de compétences interculturelles. Alors, l'objectif, c'est donc d'abord de mettre ensemble des élèves de cultures différentes pour développer l'acquisition langagière, puisque c'est une pratique, on fait travailler directement la pratique de la langue au moyen de tâches donc, qui favorisent cette communication, donc c'est des tâches à visée communicative. Et puis, bien sûr, comme on travaille avec des étrangers, il s'agit donc de développer des compétences ou des répertoires interculturels au moyen de ces tâches pour favoriser une prise de conscience interculturelle, des capacités d'observation et de réflexion critique. Voilà, donc là, je m'arrête juste un petit instant pour vous demander si vous avez des questions ou des remarques sur la présentation donc, globale de TILA. Tipeee parce que je ne vois pas malheureusement dans la petite fenêtre. Non, je ne t'entends pas. Ah, c'est embêtant. Donc le micro ne fonctionne pas, le mien il fonctionne, mais voilà, ça y est, ça marche à nouveau. Alors, elle va taper sa question parce que le micro ne marche pas. Donc on attend une minute éventuellement. D'accord. S'il y a une question. De toute façon, c'est une présentation très générale de TILA et de ce que pourrait être un dispositif interculturel. Oui, après, tu vas présenter les différents modes de fonctionnement, tu vas rentrer plus. Alors, je menais un projet Comenius avec visioconférence. Alors, TILA permet-il de simplifier les procédures visioconférence, etc., entre les différents pays? Donc là, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc vous voyez, nous sommes donc dans une sorte de visioconférence par le système donc de Big Blue Button. Donc c'est intégré au dispositif. Martine, juste une question, ça continue. Par exemple, Skype est interdit dans Moïse. Donc oui, on passe pas par Skype. Donc oui. Donc voilà, donc c'était ce que j'ai expliqué. Donc là, ce qu'on expérimente, c'est par rapport à la plateforme Moodle de TILA. Skype est en effet interdit dans la plupart des établissements, c'est pas uniquement en France, mais aussi dans d'autres pays européens. Et en fait, la possibilité, c'est que ce Big Blue Button est intégré à la plateforme TILA. Donc, pour avoir accès à cette plateforme TILA, forcément, il y a une inscription. Donc, cette inscription permet justement de sécuriser cet espace, ce qui fait que les élèves, lorsqu'ils donc l'accord parental, etc., l'accord de l'établissement, mais dès l'instant qu'il y a cet accord, de toute façon, c'est un espace privé. C'est-à-dire que là, nous communiquons entre nous parce que vous vous êtes inscrite sur la plateforme, et donc il en va de même pour les élèves et les enseignants qui font partie de cette plateforme Moodle. Donc c'est ce qui permet un environnement sécurisé. Il n'est pas ouvert à tout le monde, il est uniquement ouvert aux participants. Et chaque classe va avoir un espace dédié au sein de Moodle TILA, et où en effet les élèves auront cet espace tout à fait sécurisé pour eux-mêmes. Avec donc des chats, Big Blue Button qui est un système comme nous l'expérimentons actuellement, donc une sorte de visioconférence. Et puis, il y a aussi un monde virtuel qui s'appelle OpenSim. Voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Dommage qu'on ne puisse pas vous entendre en direct, mais voilà.
Donc je continue, je pense, Antipi, oui. Oui, c'est bon. Oui, tu peux continuer. Oui. Alors, donc concrètement, voilà comment ça fonctionne pour les enseignants. Donc, en ayant une inscription sur la plateforme Moodle, eh bien, on a un système qui permet de trouver, enfin, qui a un réseau avec les différents enseignants donc qui se sont inscrits sur cette plateforme, enseignants donc de différents établissements de l'Union européenne. Et donc là, vous avez exactement le lien. Actuellement, c'est l'université de Tübingen qui fait partie donc du projet TILA, qui fait ce système de tri, puisqu'on met qui on est, et puis on peut trier et rechercher le partenaire qui correspond. Cette plateforme Moodle, actuellement, je ne sais pas si vous avez été voir, elle était vraiment à titre exploratoire. Là, on est en train de refaire complètement le site et l'interface qui sera beaucoup plus attrayant et beaucoup plus joli, et puis donc il prend une nouvelle ampleur et il sera prêt à la rentrée de septembre. Pour l'instant, on est en phase de termination du projet en tant que tel, mais bien sûr, c'est pour continuer plus à même par la suite, et donc cette plateforme TILA va être complètement revue et remise en place. Donc, quand on cherche un partenaire TILA, quand on est un simple enseignant d'une école secondaire en France, ce qu'il faudra bien faire attention, c'est au niveau du question du temps. Parce que si vous voulez travailler avec Juan qui est à Valence et que vous êtes à Paris, il n'y a pas de problème, c'est le même créneau horaire. Et bien sûr, il faudra faire très attention si vous travaillez avec un collègue à Londres, puisqu'il y a 1 heure de décalage, et il faudra bien le prendre en considération au moment où on essaye de voir les emplois du temps et les possibilités de temps commun entre les classes. Ensuite, ce qu'il faut prendre en considération, c'est tous les outils. Alors, bien sûr, TILA propose un certain nombre d'outils que sont BBB, les chats et OpenSim, mais au niveau de la télécollaboration, il y a tout un ensemble d'autres outils. Il peut y avoir aussi Hangout. Pour certains établissements, c'est tout à fait possible. Il y a les Dropbox, le Google Drive, Edmodo aussi, qui est une sorte de plateforme éducative qui ressemble un petit peu à TILA. Donc, chacune a ses fonctionnalités, ses intérêts, ses limites également. Donc, c'est aussi intéressant pour les partenaires de décider quel type d'outils ils vont pouvoir utiliser pour créer des tâches en commun. Donc, prendre en compte les différents outils. Prendre en compte également, et là c'est la troisième partie, le mode langagier que l'on va utiliser. Est-ce qu'on va être dans une situation tandem ou lingua franca? Alors tandem, c'est très simple, c'est des élèves français qui apprennent l'anglais et des élèves anglais qui apprennent le français, ou anglais-espagnol, espagnol-allemand, donc il y a tout un ensemble de combinaisons langagières possibles. Alors ce qu'il faut bien comprendre dans le système tandem, c'est que la langue et la culture cible sont en réciprocité d'apprentissage. J'apprends l'anglais, le petit anglais apprend le français, donc il y a bien une réciprocité au niveau de l'apprentissage, et l'un et l'autre informent sur leur langue et leur culture respective, toujours dans une relation de réciprocité. Mais on a aussi des possibilités de lingua franca. Et ce qui est très intéressant avec TILA, c'est qu'on n'a pas uniquement de l'EF, c'est-à-dire English as a lingua franca, mais on a également du français lingua franca, de l'espagnol lingua franca, de l'allemand lingua franca, et pourquoi pas du catalan lingua franca. Et donc là, on est dans une autre perspective, puisque là, les apprenants ont la même langue et culture cible, ils sont tous les deux apprenants du français, par exemple, mais ils sont peut-être espagnols ou hollandais, et ils viennent aussi avec leur langue et leur culture. Donc cette langue et cette culture, elle est présente, et elle peut être l'occasion aussi d'un échange, d'échanger en français sur comment on fait le petit déjeuner en Hollande et le petit déjeuner en Espagne, par exemple. Donc voilà, ça c'est intéressant de prendre en considération parce que c'est des modalités interculturelles qui sont un petit peu différentes entre la situation tandem et lingua franca.
Donc, cette télécollaboration interculturelle pour les enseignants, donc elle nécessite de trouver partenaires et puis de s'intéresser au type d'activité. Est-ce qu'elles vont être synchrones ou asynchrones? Et on peut aussi multiplier et alterner des activités synchrones et asynchrones. Bien sûr, hein, les activités synchrones sont très exigeantes puisqu'elles demandent qu'il y ait un temps commun entre l'enseignant en France, par exemple, et l'enseignant en Angleterre. Alors, ces activités, une tâche, hein, dans le modèle TILA, c'est en fait 3 séquences, c'est-à-dire il y a une pré-tâche, une tâche principale et une post-tâche. Donc, si on peut le faire, hein, donc chacun est libre de faire et d'expérimenter comme il veut, et on a eu en effet des enseignants qui n'ont fait qu'une simple tâche, pré-tâche, tâche principale et post-tâche, et c'est tout. Or, nous sommes, il faut réfléchir peut-être par rapport à l'année scolaire, et donc essayer d'intégrer ces tâches au sein du programme de langue. Et sans doute, l'idée, c'est d'avoir au moins une fois par mois, hein, puisque si on a 3 sessions pour une tâche de télécollaboration, donc une tâche par mois, ça prend donc une semaine, et une fois par mois pendant l'année, là on peut arriver à quelque chose d'assez intéressant au niveau de la télécollaboration. Et puis, donc ça c'est cette programmation, est-ce qu'on fait qu'une tâche ou est-ce qu'on programme ça sur toute l'année? Et puis bien sûr, entre l'enseignant, il y a un travail de décider des thèmes, des outils qui vont être utilisés, du mode langagé, bien sûr Tandem ou Lingua Franca, qui sont à réfléchir dans le même temps. Alors, ce que je voudrais dire, parce que là c'est toute l'expérience de TILA qu'on a eue depuis janvier 2013 jusqu'à maintenant juin 2015, c'est qu'il faut en effet pour les enseignants beaucoup de motivation, d'énergie et de détermination pour contourner, dépasser les embûches, pour aller vers une approche qui est beaucoup plus centrée sur les apprenants, sur la communication et aussi sur les compétences interculturelles. Ça, c'est vraiment, et on a eu énormément d'enseignants motivés et ça, c'est vraiment tout l'intérêt. Mais il faut des enseignants motivés parce que malheureusement, beaucoup de pays et d'établissements sont parfois très réticents sur l'utilisation de ces nouveaux outils, réticents aussi au niveau des contraintes d'horaire, et puis tout ce que ça implique au niveau du travail télécollaboratif. Il faut libérer la salle informatique, et puis la communication interculturelle, ce sont pas des choses qui sont évidentes pour les établissements. Alors, c'est pourquoi il faut avoir une attitude vraiment réaliste et progressive lorsqu'on entreprend ce type de travail et qu'on est un enseignant. Il faut donc prendre les contraintes du partenaire, hein, donc voir son emploi du temps, les vacances qui ne sont pas du tout les mêmes en France, en Allemagne et en Angleterre. Donc, il y a vraiment tout un travail de planification au départ. Les outils disponibles, vous pouvez avoir tous les outils disponibles, puis votre partenaire ne pourra disposer que du chat peut-être. Donc il faut voir un petit peu toutes ces contraintes. Et puis surtout se donner un temps commun entre l'enseignant en France, par exemple, et l'enseignant en Angleterre, puisqu'il y aura tout de même un travail important de collaboration. Donc le mail, ça fonctionne bien, mais aussi Bibibi, ça peut être très très pratique d'avoir un échange synchrone pour régler certains problèmes. Alors les outils, il faut tout de suite s'y intéresser également dès qu'on a un partenaire, hein, donc savoir si on va pouvoir utiliser des tâches synchrones ou asynchrones, et puis les objectifs de la tâche, hein, donc des objectifs communicatifs qui ont un sens pour les apprenants, donc le sens des apprenants qui est là par les enseignants, et comment aussi développer ces compétences interculturelles au travers de la tâche, si possible. Hein, ça peut être plus ou moins variable selon les tâches, mais ça doit être présent dans la mesure du possible. Alors, en Tandem et Lingua Franca, je dirais que les tâches s'organisent exactement de la même façon. Une pré-tâche, une tâche principale et une post-tâche. La seule différence, c'est bien sûr la gestion de la langue.
puisque donc quand on est en lingua franca, on est sur 50 minutes dans la langue cible. Quand on est en tandem, eh bien, il faut partager le temps. Une partie, 25 minutes en français et puis 25 minutes en anglais. Voilà. Alors, les tâches synchrones et asynchrones, donc elles se font, là c'est aussi important de l'avoir à l'esprit, soit au sein de la classe quand on a la possibilité d'avoir un créneau horaire commun avec un partenaire, soit aussi en dehors de la classe. On a eu sur Tila énormément de choses qui ont très très bien fonctionné, c'est-à-dire que la pré-tâche et la post-tâche se font en classe, et la tâche principale, c'est-à-dire en synchrone, se fait à la maison, c'est-à-dire que les élèves arrivent à se connecter de chez eux sur l'espace Moodle pour faire leurs tâches de télécollaboration sur BBB, par exemple, parce qu'il n'y avait pas de créneau commun au niveau de la classe, mais en dehors de la classe, bien sûr, les élèves peuvent trouver un créneau commun, et c'était une façon de pouvoir le faire de façon très, très pratique et qui a très bien fonctionné. Donc, le temps, il faut essayer d'organiser, de planifier ça tout au long de l'année. Le temps est tout à fait nécessaire pour construire une relation au niveau des élèves. Les journaux d'apprentissage, eh bien, ils sont aussi nécessaires justement comme outil pour développer la réflexivité. Donc, il n'y a pas seulement une tâche à faire, mais si possible, les inscrire dans un processus de réflexivité sur ce qu'ils font dans ces tâches avec les journaux d'apprentissage. Alors, ces journaux d'apprentissage peuvent se faire dans la langue cible à partir de B1. Et au niveau A1 et A2, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ce que l'on peut recommander, c'est qu'ils se fassent en collaboration éventuelle avec le professeur de langue maternelle, puisqu'ils peuvent se faire en langue 1. Et là aussi, c'est intéressant parce qu'on implique une télécollaboration supplémentaire avec un enseignant d'une autre discipline au sein de l'établissement. Au niveau des séquences de la tâche, donc pré-tâche, tâche principale et post-tâche, et j'insisterai beaucoup sur la post-tâche et le feedback qui est absolument essentiel pour aider les apprenants à réfléchir sur la communication et sur ce qui a peut-être été omis dans cette interaction. Donc en tout cas, c'est très très important pour les faire observer ce qui s'est passé et les faire réfléchir sur ce type de communication. Ça leur donne le temps de réfléchir à la variété, ça fait partie des must, je dirais, de l'enseignement. Donc, utiliser le plus possible et alterner des activités synchrones à synchrones, mais aussi, et là c'est ce qui est aussi très intéressant, aussi bien utiliser en alternance, dans la mesure du possible, bien sûr ça c'est idéal, des tandems et des télécollaborations en lingua franca, puisque en effet la communication est un petit peu différente quand on s'adresse à un locuteur natif ou quand on est deux locuteurs natifs qui apprennent une même langue mais avec des cultures différentes. Donc il y a une sorte de transversalité des compétences communicatives et aussi interculturelles qui peut avoir lieu, et c'est pour ça que cette alternance est tout à fait intéressant et profitable. Maintenant, dans la réalité, on est bien d'accord qu'on fait dans la mesure du possible. Donc là, j'ai pris simplement un exemple d'une enseignante de Toulouse qui a été particulièrement active cette année au niveau de cette télécollaboration. Donc voilà ce qu'elle me dit, qu'il a été une formidable expérience pour mes élèves et moi-même. Grâce à Tila, mes élèves ont eu l'occasion d'être en contact avec des élèves de grandes villes, donc Amsterdam et Londres. Donc elle avait fait à la fois du tandem et du lingua franca, et de milieux sociaux plus élevés. Ils ont été bien plus motivés pour apprendre l'anglais. Ils courent pour aller en salle d'informatique quand ils savent qu'ils ont une session de chat. Et peu à peu, chat après chat, ils deviennent plus ouverts et ils apprennent sur les autres cultures, mais cela demande du temps. Ils ont également amélioré leurs compétences en TIC. Donc voilà, je ne sais pas si par rapport à cette présentation,
d'organisation des tâches de télécollaboration pour les enseignants. Vous avez des questions? Donc, il y a déjà une question depuis tout à l'heure quand tu as parlé des partenaires, de la recherche des partenaires. Donc, en fait, est-ce qu'il faut donc attendre le mois de septembre pour trouver des partenaires, pour se mettre en contact avec des partenaires? Alors, ça c'est une bonne question parce que à la fois actuellement quand on fait partie de TILA, il y a déjà un réseau, donc je pense qu'il est déjà possible de se mettre en relation avec TILA dès à présent. Si ce n'est que à la rentrée, en effet, là on est dans une position un peu de transition, puisque en fait Nick nous a dit que le site serait complètement changé fin juillet. Donc je pense qu'il y a encore possibilité d'utiliser l'interface actuelle pour trouver un partenaire. Voilà. Et je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je pense que oui, mais j'attends la confirmation. Alors, cela est très proche de ce que j'ai connu avec Comenius. Donc, c'est juste une remarque. Donc, bon, est-ce que je peux éventuellement vous demander donc l'expérience de Comenius ça apportait aussi sur la dimension interculturelle? Pourquoi TILA, donc la question pourquoi TILA plus accessible? Alors, plus accessible, c'est-à-dire par rapport à Comenius, vous voulez dire si ce projet est plus accessible? Donc, dans le projet Comenius, donc comme c'est des allers-retours, donc il y avait 7 pays partenaires. Donc, oui, est-ce que TILA est plus accessible par rapport au projet Comenius? Je ne sais pas si... Oui, on ne connaît pas trop. Je ne connais pas trop le projet. Il y avait 7 partenaires, il y avait 7 pays partenaires quand même. Et dans TILA, il y en a combien, tu as dit tout à l'heure? Au niveau du consortium, c'est 6 pays partenaires, donc l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Espagne, les Pays-Bas. Et puis, en fait, on s'est là au départ, donc au niveau du consortium, mais là, au mois de juin, on est à peu près à 42 partenaires associés, qui sont aussi en Italie. Enfin, ça ne s'est pas limité au départ. Nous étions sur l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol. Maintenant, il y a aussi des possibilités en italien et en d'autres langues. Il n'y a pas de problème. Les langues européennes sont les plus connues. Et l'idée, c'est justement de développer ce type de partenariat. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Alors, donc, bon, je pense que par rapport à Comenius, peut-être oui. Et ensuite, il y a une question par rapport à eTwinning. Est-ce que c'est plus accessible? Est-ce que c'est plus large par rapport à eTwinning? Qu'est-ce que ça change en fait? Alors, c'est très très différent parce que justement, on a beaucoup de partenaires et notamment un partenaire en Allemagne qui était représentant de eTwinning en Allemagne. Mais c'est différent dans la mesure où là, on a de la vidéo, alors que je pense que sur eTwinning, c'est pas tout à fait comme ça. Donc, c'est un espace sécurisé comme eTwinning. Mais il y a la possibilité de vidéo et de monde virtuel. Et surtout, c'est ce que me disait Laure, par rapport à eTwinning, ce qui est très intéressant, c'est par exemple si vous avez une simple activité de chat. Imaginez que vous n'avez pas non plus la possibilité d'utiliser Big Blue Button, de la vidéo et du son, mais vous allez donc utiliser le chat. En fait, dans l'espace Moodle qui va vous être donné, vous allez pouvoir créer un espace de chat pour vos élèves et les élèves partenaires. Alors, donc, vous aurez, je ne sais pas si vous avez une vingtaine d'élèves, par exemple, et votre partenaire également 20 élèves, eh bien, vous allez avoir 20 mini-espaces de chat. Et ça, c'est très intéressant parce que donc, ils chatent en direct et tout est enregistré.
fait qu'en effet, après la session de chat, que vous avez, si elle est en classe, elle se fait en classe, donc vous avez pu voir un petit peu ce qui se passe, aider à des problèmes techniques ou de langue ou de communication, etc. Mais après la session, vous pouvez retourner sur la plateforme Moodle et vous dire tiens, avec tel élève, elle a eu un tel problème. Et vous pouvez relire le chat, puisqu'il a été enregistré. Donc ça, c'est intéressant. Et votre partenaire à l'étranger peut faire la même chose. Et parfois, c'est très intéressant justement de se dire, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont réagi comme ça? Et ça permet éventuellement, après, au niveau de la tâche, la post-tâche, de revenir sur des incidents, des remarques, soit de langue, ça peut être aussi des questions de langue. Voilà, ça fait vraiment votre rôle de prof, si on est dans un système tandem, ou au contraire des problèmes vraiment de communication, il ne répond pas, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, et puis parfois ça devient très très personnel, du style, s'il me répond pas, c'est qu'il m'aime pas, je parle de jeunes apprenants de 13-14 ans, et donc leur dire, mais non, c'est pas une question, voilà. Donc permettre de mettre de la distance et de revenir sur un échange pour qu'ils deviennent de plus en plus réussis et satisfaisant pour les participants. Et ça, vraiment, c'est un apport de TILA, puisque vous allez pouvoir revenir sur les sessions de chat, mais aussi sur les sessions d'enregistrer de BBB, puisque tout est enregistré. Et donc, vous pouvez revenir avec votre partenaire sur, tiens, il s'est passé quelque chose avec tel paire d'étudiants, donc je peux réécouter, voir ce qui s'est passé, puis réutiliser un extrait en classe en disant, voilà, on pourrait faire telle et telle façon, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, amener à réfléchir et à développer une meilleure communication et aussi d'observation dans la communication interculturelle. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Donc, en fait, pour essayer de définir, donc, en gros, c'est comme un environnement numérique de travail, mais à l'échelle européenne. C'est ça? Donc, c'est une remarque. Donc, on essaye de définir, en fait, TILA par rapport à d'autres projets. Et donc, c'est vrai qu'au niveau local, ça peut être un environnement numérique de travail, sauf que comme c'est un espace Moodle. Donc, il y a la dimension européenne, justement. Donc, on reste pas à l'intérieur de son école. Oui, et puis c'est vraiment l'objectif, c'est de faire se rencontrer des élèves de différentes langues, de différentes cultures, dans un espace sécurisé, qui est donc cette inscription sur TILA. Tout est sur Internet, donc on se connecte avec un login, un mot de passe, donc tout est sécurisé. Et tout est stocké ensuite, donc les échanges, les vidéos, les chats, etc. Donc ça peut pour vous aussi, vous pouvez revenir éventuellement dessus et réfléchir avec les élèves, à la fois pour l'analyse des erreurs éventuellement, à l'oral ou à l'écrit, mais aussi par rapport à s'il y a des soucis, disons, entre guillemets, interculturels qui sont arrivés pendant l'échange, essayer de commenter et analyser tout ceci, éventuellement. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est que c'est justement, vous avez votre espace, dès l'instant où vous avez un partenaire, après vous avez un espace propre, avec votre nom et le nom de votre partenaire, et dans cet espace, vous pouvez y mettre les documents que vous voulez, et puis vous allez organiser des salles de BBB si vous avez la possibilité de faire de l'échange synchrone comme en visioconférence. Donc chaque paire d'élèves aura son espace, et puis aussi chaque paire d'élèves aura son espace chat. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment un gros avantage par rapport à eTwinning qui ne donne pas ce genre de choses. Alors, oui, merci. Est-ce que des projets heureux ont été répertoriés quelque part? Donc, des projets, j'ai pas entendu un petit peu. Est-ce que des projets heureux, réussis, ont été répertoriés quelque part? Oui, là on en a plein, et puis on est en train de faire
il faut faire tout le travail de recherche et de commentaires, de rapports par rapport à l'Europe. Donc après, en effet, ces rapports seront publics aussi sur la plateforme Moodle. Mais là, c'est en train de se faire. On arrive à l'échéance du projet en tant que projet pilote. Donc, et en effet, là, ce que je viens de vous montrer, là, c'était une remarque d'une enseignante près de Toulouse, où ça s'est très très bien passé, où elle a pu expérimenter. Donc, à la fois, donc sa contrainte, c'est qu'elle ne pouvait pas dans son établissement utiliser Big Blue Button, donc pas d'oral et de vidéo, mais elle avait la possibilité d'utiliser la salle informatique en synchrone avec son partenaire en Hollande et en Angleterre. Donc elle a pu utiliser à la fois une situation de tandem et une situation de lingua franca avec ses élèves. Et ça a été tout à fait réussi au niveau des chats, puisque là, ils ont que fonctionné par chat. Alors, il y a eu des chats, donc différemment organisés, puisque pour Tandem, c'était 25 minutes en français, 25 minutes en anglais. Et puis pour avec les petits Hollandais, donc c'était les 50 minutes en anglais sur des thèmes très différents. Donc il y avait en effet, je me souviens, une tâche sur les stéréotypes, comment les Français voyaient les Hollandais, comment les Hollandais voyaient les Français. Donc ça a amené beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges très intéressants. Voilà. Sinon, pour ma part, juste un témoignage, parce que je travaillais un petit peu sur les corpus, donc les entretiens le corpus, donc les séances BBB des deux classes, donc qui étaient en anglais lingua franca, en Espagne et en France. Et là, ils ont réussi à mettre en place vraiment des séances de télécollaboration sur l'année scolaire. Avec des tâches, des objectifs à chaque séquence, pendant la séance, et ensuite la possibilité pour les élèves de se retrouver en dehors des heures de cours pour pouvoir finaliser ces tâches. Donc là, on voit quand même la dimension interculturelle. C'est très intéressant parce que on voit qu'il y a des modes de fonctionnement différents pour le travail en équipe, et ça permet aux élèves aussi de réfléchir sur la différence, la manière différente de considérer le travail en groupe pour les uns et les autres. Donc je pense que c'est des projets, ça leur a permis pas mal de travailler sur l'anglais, parce que bon, ça a été les séances de chat, aussi à l'oral et à l'écrit donc en anglais. Donc ils ont beaucoup travaillé la langue orale, mais en même temps ça leur a permis de réfléchir, de voir que les modalités de travail ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et donc ça, sur le plan de la réflexivité, c'est assez intéressant. Donc je pense qu'il y a sur des projets qui vont au-delà juste une ou deux rencontres, mais qui s'étalent sur l'année avec une tâche finale éventuellement en fin de projet. Pour les travail collaboratif, ça peut apporter une réflexion très enrichissante sur le plan interculturel. Oui, alors moi ce que je pourrais rajouter, c'est tout à fait juste ce que tu dis en Tipeee, c'est qu'en fait au niveau des tâches, il me semble qu'il y a 3 types de tâches. Il y a des tâches pour échanger des opinions sur des thèmes divers et variés. Il y a des tâches qui sont plus sur la comparaison de style de vie, de façon de faire, et puis il y a des tâches aussi qui sont très intéressantes sur faire quelque chose ensemble, et notamment dans l'échange quand Tipeee mentionnait, il y a une tâche très très réussie qui était d'organiser une fête. Donc les élèves français et espagnols devaient organiser une fête en anglais pour la fin du semestre. Donc de quel budget ils allaient avoir, comment ils allaient organiser cette fête, qu'est-ce qu'ils allaient acheter au niveau de la nourriture, etc. Et ça c'est aussi très intéressant puisque il fallait avoir un résultat pour une date bien défini, il fallait que tout soit prêt. Donc là, ça demande beaucoup d'échanges pour pouvoir véritablement compléter la tâche et justement travailler ensemble. Et c'est ce
qui était intéressant, c'était de voir comment ils ont travaillé ou plus ou moins bien travaillé ensemble. Mais ça, c'était justement quelque chose à travailler après avec les enseignants et à développer. Voilà. Juste une dernière question, éventuellement, avant de passer à l'étape suivante. Est-ce que vous fournissez des chartes à destination des élèves, droit de l'image, etc., selon les outils utilisés afin de les protéger ou de se protéger légalement? Tout à fait. Donc, dès l'instant que vous êtes intéressé par le projet, donc vous intervenez comme enseignante, et là, au niveau de TILA, vous allez avoir la feuille type qui est demandée aux élèves pour pouvoir travailler sur cet espace. Donc, les feuilles sont toutes faites, donc elles sont en anglais dans toutes les langues, enfin dans les langues TILA. Donc, je suppose en français pour vous. Donc, il n'y a pas de problème. Nous avons tout ça est à disposition sur dès l'instant que l'on est inscrit. Voilà. Donc, en fait, vous êtes enseignante, d'après ce que dans un établissement secondaire, c'est ça? Dans un lycée, je crois. Enfin, en tout cas, il y a possibilité d'avoir ces documents. Alors, oui, à lycée, je vais avoir des LVA anglais, donc j'aimerais mener un projet collaboratif avec eux. Des LVA. Mm-hmm. Donc, anglais. Mm-hmm. D'accord. Terminal L. Terminal L. D'accord. Ça peut être intéressant, oui. Donc après, il faut voir comment ça rentre parce que pas un souci, mais au niveau de l'organisation des projets, ça peut être intéressant de voir comment par rapport à l'examen final, parce qu'ils ont le bac à préparer à la fin, ça peut aussi rentrer, donc le faire travailler éventuellement en partie sur le programme du baccalauréat d'une certaine manière, à travers les thématiques que vous allez choisir. Parce que souvent, on a l'impression que ça peut être, donc ça rentre pas à 100% dans la situation, dans l'enseignement, dans le programme d'enseignement, mais les enseignants donc qui ont vraiment expérimenté sur le long terme cette année, ils ont réussi vraiment à élaborer des projets qui sont en lien avec les programmes, et ils ont pu vraiment faire entrer ce travail aussi dans l'évaluation trimestrielle ou semestrielle, je crois. Oui, non, mais tout à fait. Ça ne se substitue pas au cours. Oui, bien sûr. Mais c'est un apport indéniable, et je pense que c'est vraiment l'avenir de l'enseignement des langues, d'avoir justement grâce à ces outils la possibilité de mettre en relation donc des élèves avec des étrangers, entre guillemets. Donc ça c'est tout l'intérêt de ces outils, c'est d'être. Alors ce terminal, pratique. Ce terminal, c'est des langues vivantes approfondies, donc. D'accord. Donc en effet, vous avez sans doute des. Ils ont un bon niveau quand même. D'accord. Donc c'est niveau B2 à peu près, c'est ça? Non seulement un bon niveau, mais aussi plus d'heures d'anglais. Donc ça permet d'intégrer plus facilement peut-être de la télécollaboration interculturelle à ce niveau. Ils sont censés, mais j'ai aussi des A1 dans le groupe. Donc ils sont censés avoir un bon niveau, mais il y a des A1. Bon. D'accord. Donc, c'est bien compliqué ça. Mais enfin, c'est toujours faisable. Oui. Les enseignants sont capables de tout faire, donc c'est bien. Et donc, a priori, il y a 3 heures de cours, donc il y a un peu plus de liberté par rapport à ça.
Donc, je vais peut-être continuer. Je vois Oui. que... Et donc, à la fin du point 3, on va faire encore le point pour poser des questions éventuellement. Donc là, c'est pour les apprenants. Hein. Donc là, j'ai bien présenté ce que ça impliquait au niveau d'organisation, au niveau de la télécollaboration interculturelle pour les enseignants. Donc là, je m'intéresse maintenant pour les apprenants. Eh bien, eux, ce qui ressort vraiment des entretiens qu'on a pu avoir avec eux et puis les questionnaires, donc c'est utiliser la langue. Hein, ils sont ravis d'utiliser la langue qu'ils apprennent pour rencontrer d'autres élèves. Les outils comme le chat, le BBB sont des évidences pour eux, même s'ils ne connaissent pas toujours toutes les possibilités, les limites et les dangers. On a toujours l'impression qu'ils sont des digital natives, mais bon, ils ne le sont pas forcément. Hein. Ils ont une familiarité avec ces outils, mais ils n'en connaissent pas forcément toutes les fonctionnalités et les limites et les dangers. En revanche, pour eux, c'est une évidence. Hein. Pour les enseignants, ça n'est peut-être pas, mais ce qu'on a pu voir au niveau des apprenants, c'est tellement évident pour eux d'utiliser ce genre d'outils. Donc il n'y a aucune réticence. Pour eux, c'est l'occasion de parler avec des jeunes de leur âge qu'ils n'auraient jamais rencontrés. Hein. Donc, je reprends le cas de cette enseignante près de Toulouse, qui était aussi dans un milieu rural. Eh bien, c'était intéressant pour ces élèves de rencontrer des élèves d'Amsterdam et de Londres. Donc voilà, il y avait cet intérêt entre des modes de vie tout à fait différents et qui était très intéressant d'échanger sur ces styles de vie très différents. Donc de genre aussi parfois, parce que parfois dans certaines écoles à l'étranger, c'est que des écoles de filles ou que des écoles de garçons. Hein, donc c'est aussi l'occasion pour eux de rencontrer des filles ou des garçons, puisque nous on a un système de mixité dans nos établissements publics. N'est pas toujours le cas dans les autres pays européens. Et puis l'âge aussi, hein, bon, c'est mieux d'avoir des élèves de même âge et de même niveau, mais ça peut être aussi très très intéressant de ne pas être complètement bloqué sur cette notion d'âge. Et en tout cas, l'interculturalité, elle intervient à tous ces niveaux-là. Donc, c'est intéressant de pouvoir éventuellement la travailler si c'est possible. Donc, la variété des contacts permet donc la variété des situations de communication qui permettent de développer donc ces compétences interculturelles, à savoir accepter des points de vue différents, éventuellement en discuter, s'assurer des significations, des interprétations de mots, négocier ou créer du sens en commun. C'est ce qu'on voit bien au niveau des interactions, notamment synchrones. Et le dernier élément très très important, c'est aller à la rencontre du monde, mais à partir d'un environnement sécurisant qui est celui de la classe ou de la plateforme Moodle sécurisée quand ils font des activités hors classe, mais pour se connecter, ils passent par la plateforme Moodle qui est sécurisée. Et ça, je pense que c'est très très important puisque ça fait partie de la dimension essentielle de l'apprentissage, c'est de se sentir en sécurité. Et quand il y a des choses qui ne vont pas bien, eh bien, de pouvoir en parler, revenir sur ce qui s'est mal passé ou très bien passé. Donc, les chats, hein, ici, donc vous avez session de chat, donc ça permet une communication interculturelle et au niveau du linguistique, eh bien, c'est uniquement lire et écrire. Mais les élèves ont vraiment adoré les chats parce que c'était direct. Hein, le caractère synchrone de cette communication a été très apprécié et je pense qu'au niveau des apprenants, ils aiment vraiment les tâches synchrones. Donc BBB forcément, hein, en visioconférence, ça j'adore également, puisque c'est de la communication directe là où ils peuvent écouter, parler, donc interagir. Mais aussi dans ce BBB, comme on l'a actuellement, on peut donc se communiquer par oral directement, mais aussi on peut chatter. Hein, et donc là j'ai repris un chat. Donc entre un élève justement espagnol et un élève français qui communiquait en anglais et puis qui découvrent qu'ils ont l'arabe en commun en plus. Donc voilà, ça fait un point de contact, d'intérêt entre eux qui va pouvoir ensuite être éventuellement développé.
là, c'était une tâche qui avait été mise sur OpenSim, hein, donc qui est un monde virtuel. Alors c'est un monde virtuel très intéressant puisqu'on a plusieurs villages, plusieurs lieux. Donc il y a un lieu plus ou moins français qui s'appelle Tarolé. Il y a un lieu qui est plus anglais qui s'appelle Chatterdale, un lieu plus espagnol, mais où tout le monde peut aller dans tous ces lieux avec son propre avatar. Et on peut discuter, pareil, puisqu'il y a la voix. Hein. Donc là, on ne se voit pas, on voit son avatar et on voit l'avatar du partenaire, mais on entend sa propre voix. Et il y a aussi une possibilité de chat aussi dans OpenSim. Donc c'est de la communication synchrone qui permet donc d'avoir des tâches un peu différente hein, du chat et du BBB, puisque là on a un monde virtuel qui s'offre à nous, donc voilà. Ça aussi c'est quelque chose à approprier. Alors je ne sais pas pourquoi cette slide là vient comme ça, mais c'était pour juste montrer un petit journal, un journal d'expérience, hein, donc qui avait été fait par un élève de 14 ans, donc dans sa langue maternelle. Mais c'était intéressant d'avoir ce suivi sur qui se passait au niveau de l'échange avec des Allemands. Alors, cette dimension interculturelle pour les apprenants, donc on a fait aussi un ensemble d'entretiens avec les élèves, et donc une question qui leur a été posée, avez-vous aimé parler avec un locuteur non natif, hein, donc parler avec un espagnol, un hollandais qui apprend l'anglais voilà, ça c'est vraiment finalement des questions de chercheurs ou des questions d'enseignants de langue. Et on se rend compte que certains apprenants, c'est pas la question s'est même pas posée. Hein. Donc là, on a une élève du sud de la France. Hein, j'ai pas vu la différence. Hein. On n'a jamais parlé avec des Anglais, donc que ce soit des Anglais ou des Hollandais, on parle anglais. Donc voilà, c'est tout à fait nouveau pour elle. Et puis elle ne voit pas forcément la différence entre un locuteur natif et non natif. L'autre interview, donc je ne sais pas si c'est assez clair pour vous, semblait dire, hein, donc oui, c'est intéressant parce qu'on sent un peu, on est apprenant dans les deux, nous sommes apprenants en anglais, donc on se, pour des attardés, on est un peu moins gênant que lorsqu'on communique avec un natif. Mais voilà, c'est une sorte de réflexion qu'on peut avoir. Là, au niveau tandem, qu'est-ce que vous avez appris? On a appris du vocabulaire, des expressions, et puis surtout, ça nous a obligés à parler anglais. Hein. Le fait d'être dans une interaction, ils se sentent, ils ont envie d'apprendre et de connaître sur l'autre, donc ils sont obligés d'apprendre. Hein. Donc ça, c'est intéressant. Et puis donc là, c'était une élève de Londres qui disait oui, c'était très intéressant parce qu'en fait, on apprenait la langue de tous les jours, hein, colloquial language, et on apprenait aussi à voir comment finalement les Français parlent véritablement le français. C'est pas uniquement le livre où on répète et où on a des situations bien cadrées, mais là aussi, on avait un échange avec un Français tel qu'il se parle. D'autres interactions. Alors là, c'était par rapport à des élèves hollandais. Hein, donc, ils ont été interviewés en hollandais. Ensuite, ça a été traduit en français. Et donc, là, on avait aussi, et c'était intéressant. Non, alors là, c'est une apprenante du sud de la France avec un élève hollandais. Donc, il nous dit, non, il y a un écho là qui se passe. Il y a Sophia. Ouais. Qui vient de se connecter. Très bien. Donc cet élève nous dit, voilà, moi c'était très intéressant, mais au départ j'ai trouvé un peu froid, hein, les Hollandais. Et puis un élève français, donc avec un élève espagnol, qui disait, parfois, il y avait un problème parce que je posais des questions, il répondait pas, donc ça donne plus envie après. Hein. Donc il faut justement essayer de travailler ces questions. De communication pour aider à favoriser l'échange. Et donc là, ici, dans cette slide, on a l'inverse, c'est-à-dire un élève
de Hollande, donc avec un élève français, et c'est pareil. Mais là, ce qui était intéressant, c'était comme c'est une télécollaboration qui a eu lieu sur plusieurs tâches, hein, donc cet entretien est venu à la fin de l'année, et elle a pu dire, bah oui, au début, je pensais que les Français étaient un peu têtus, donc des idées préconçues, et puis ça s'est avéré que c'était pas du tout le cas, qu'ils étaient en fait beaucoup plus gentils que je ne l'avais pensé. Donc voilà, ça c'est intéressant d'avoir ce type de résultat à la fin. Et puis un autre aussi témoignage d'une élève hollandaise qui dit oui, je la trouvais très sérieuse. Hein. Donc vous vous souvenez, les Français trouvaient les Hollandais très froids. Bon, et là les Hollandais trouvaient les Français très très sérieux. Puis finalement, elle était très gentille, ça s'est très bien passé. Et voilà. Donc là c'est intéressant au niveau de ce qui se passe au fil du temps, donc de remise à distance et de revisite un petit peu toutes ces idées préconçues et ces préjugés que l'on peut avoir par rapport à eux. Voilà. Et d'où l'importance de construire donc une relation et de développer ces compétences interculturelles, la nécessité du temps et de la durée. Hein, dans la mesure du possible, si les enseignants peuvent mettre en place de la collaboration sur l'année, c'est en effet beaucoup plus intéressant au niveau des résultats, au niveau de la langue, hein, de la pratique de la langue, mais surtout au niveau du développement des compétences interculturelles. Voilà. Pour échanger sur des thèmes, réfléchir à différentes opinions, façons de faire, etc., construire une relation. Donc là, j'avais une tâche de base. Je ne sais pas si ça peut vous intéresser. Voilà. Alors là aussi, dans TILA, il y a, comment dirais-je, des modèles de tâches. Hein, mais chaque enseignant, avec son partenaire, a essayé de créer cette tâche. Alors là, c'est une tâche très très simple de niveau A2, donc se présenter, hein, en fait. Et ce qui est important pour moi, c'était dans cette tâche, donc il y a les objectifs qui sont clairement définis. Donc objectif interculturel, donc établir le contact dans un groupe, apprendre à se connaître. Des objectifs linguistiques, des objectifs TIC, et puis les consignes, hein, qui donc étaient très simples. Je suis, je ne suis pas, j'ai, je n'ai pas, j'aime, je n'aime pas, je parle, je ne parle pas. Donc vous voyez, c'était vraiment de niveau A1 à 2. Donc les suggestions d'activité, donc sur une séquence de 50 minutes, première étape de 20 minutes, donc présenter ce type de questions aux apprenants. Donc, pour qu'ils puissent un petit peu répéter cette tâche, se présenter de cette façon à l'intérieur du groupe. Et puis, pour essayer d'aller vite dans l'interaction, il y avait cette idée d'envoyer une petite balle à un apprenant pour qu'il puisse rapidement dire ces petites phrases par rapport à la tâche proposée, par exemple. Et ensuite, donc, quand c'est mise en pratique, cette mise en bouche a été faite en classe, eh bien, on pouvait le faire en classe virtuelle, hein, donc OpenSim, par exemple, où on pouvait rejouer un peu les consignes, dire j'aime, je n'aime pas, je parle pas à son correspondant, et son correspondant faisait la même chose, et où on prenait des notes sur ce que disait le correspondant. Donc, après cette tâche, par exemple, on était sur OpenSim, on pouvait demander aussi de prendre une photo, parce qu'on a cette possibilité, cette fonctionnalité de prendre une photo de son avatar et de l'avatar du correspondant, et puis prendre des notes sur ce qu'il a dit, et à nouveau, au niveau de l'étape suivante, hein, c'est-à-dire de la mise en commun en classe, dire, ben voilà, mon correspondant, il avait tel avatar, donc j'ai la photo, et il m'a dit telle et telle chose, par exemple. À la fin de cette tâche, eh bien, pour les aider à avoir un petit peu cette réflexion, il y avait ce petit questionnaire. Donnez vos impressions en cochant la case correspondante. Donc, le travail de préparation, est-ce que vous avez aimé?
l'échange oral dans l'espace virtuel, vous avez aimé un petit peu, beaucoup, etc. La mise en forme des notes, et puis aussi au niveau de l'apprentissage, est-ce que ça a été difficile ce travail de préparation? Est-ce que au niveau de l'oral, ça c'est difficile ou facile, la prise de notes, la mise en forme? Donc ça, c'est une sorte de petit questionnaire qui vient à la fin de la tâche, qui permet déjà une petite réflexion de l'apprenant sur ce qu'il a fait. Et ensuite, on laissait aussi, dans votre L1, donc dans votre langue maternelle, expliquer, par exemple, en quelques lignes, les raisons de vos appréciations à ce petit questionnaire. Là, ça permettait, en effet, de développer un petit peu plus, de faire un travail donc écrit, qui est très très utile après pour les enseignants, pour voir un petit peu comment ça évolue sur l'année, comment ça se passe. Donc là, c'est un exemple de tâche très 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 simple qui lie à la fois la langue, la communication et la dimension interculturelle par justement la réflexion qui est apportée à la fin de la tâche, quand elle a été réalisée, puisqu'on rend compte de ce qui s'est passé avec le partenaire en classe entière et on répond à ce petit mini-questionnaire tout en écrivant ses appréciations sur ce qui s'est passé, sur la télécollaboration. Voilà. Donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions et des remarques. Et puis, je salue donc ma collègue Sophia, qui fait également partie donc du projet TILA et qui sera également disponible pour répondre aux questions. Antipi, est-ce que nous avons des questions? Non, je n'ai rien pour le moment. Donc, j'ai été assez claire, peut-être. Ouais, pour accéder à OpenSIM, où dois-je aller? Alors oui, OpenSIM. Alors là, c'est comment dirais-je? Au niveau d'OpenSIM, il y a une installation particulière qu'il faudra mettre en place donc sur les postes informatiques de l'établissement. Et aussi, si vous voulez que les élèves fassent des tâches OpenSIM en dehors de la classe, donc de chez eux, il faudra également qu'ils téléchargent ce logiciel. Donc là, mais ça prend pas beaucoup de temps. Je sais pas, ça prend à peu près 10 minutes pour l'installation, mais ça demande un peu plus de temps et c'est moins immédiat que Moodle et OpenSIM et le chat. Voilà. Et ça reste sécurisé? Ça reste sécurisé? Oui, ça reste sécurisé puisque pour télécharger cet OpenSIM, donc il faut passer par notre technicien, le technicien TILA, qui est lui d'ailleurs le créateur de cet OpenSIM pour TILA. Donc en effet, c'est sécurisé à ce niveau-là. Voilà. Oui, et Nick qui suit aussi dit oui. C'est connecté. Nick est là également, donc très bien. Voilà. Tout le monde confirme que c'est sécurisé. Bonjour Nick. Donc, développer les compétences interculturelles, je peux peut-être faire un petit plus en avant par rapport à ça. Donc, pour pouvoir développer ces compétences interculturelles, je dirais qu'un dispositif interculturel est un prérequis, c'est-à-dire mettre en relation des élèves en France avec des élèves européens. Ça, c'est permis par la technologie et c'est vraiment tout l'intérêt de cette nouvelle technologie, c'est que ça permet véritablement de mettre en contact des élèves de pays et de cultures, de langues différentes. Ce système de télécollaboration permet aussi aux enseignants de pays avec des programmes, des contraintes différentes, de travailler ensemble. Donc de développer et de concevoir des tâches en commun, donc de partager des idées, donc comment on va intégrer une tâche à son enseignement,
mais aussi on va donc partager non seulement des idées, mais des savoir-faire. Proposer des journaux d'expérience pour les apprenants, puisque ça leur permet véritablement de réfléchir sur cette expérience et de leur donner un espace où ils peuvent communiquer, échanger avec des élèves d'autres pays, mais aussi de réfléchir à cette expérience. Donc tout ce qui est pré-tâches et post-tâches sont très importantes pour la bonne réalisation de la télécollaboration. Des thèmes donc qui permettent des comparaisons, qu'est-ce qui est similaire, qu'est-ce qui est différent. Des thèmes qui permettent l'échange d'opinions, donc on peut avoir un travail sur, je ne sais pas, la censure, comment, ou la peine de mort, ou la cigarette, les drogues, je ne sais pas. Donc ça permet l'échange d'opinions. Et puis on a tâche de faire organiser ensemble, c'est ce dont je parlais tout à l'heure avec, par exemple, une fête. Donc voilà, comment on s'organise pour faire quelque chose ensemble. Donc, concevoir des séquences des tâches avec des modes de communication différents, donc le plus possible alterner tandem et lingua franca quand c'est possible, selon une variété de thèmes. C'est important d'avoir des thèmes et des tâches où il y a l'échange d'opinions, mais aussi l'échange sur des attitudes, des comportements, les lifestyles, et aussi des tâches sur faire et organiser quelque chose ensemble. Donc, développer des compétences interculturelles, donc ça se base sur un dispositif interculturel. Et donc, l'acquisition langagière, donc on parle bien d'acquisition, mise en pratique, où les élèves vont pouvoir mettre en pratique leur langue et des compétences interculturelles. L'acquisition langagière, donc c'est favoriser les occasions de maximiser les interactions et les différentes situations de communication. Et pour les compétences inculturelles, donc c'est développer cette prise de conscience lors de situations de communication interculturelle, c'est construire la confiance dans les échanges et la communication avec autrui. Donc un dispositif interculturel qui est permis grâce à Moodle, PBB, OpenSea, l'acquisition langagière et les compétences interculturelles. Eh bien, ça, c'est vraiment grâce aux enseignants. C'est eux qui font le travail, c'est eux qui mettent en relation les élèves, c'est eux qui travaillent ensemble pour mettre en place ces partenariats, pour concevoir et évaluer des tâches de communication interculturelle et développer cette prise de conscience interculturelle, une forme de pensée critique, mais aussi de réflexion et d'observation dans des façons de faire différentes d'un pays à l'autre. Et cette réflexion, elle est aidée par des travaux de journaux d'expérience qui viennent compléter cette réflexion et cet espace de réflexion dans l'échange. Donc voilà, cette dimension interculturelle s'effectue vraiment selon deux par la prise de conscience lors de situations de communication interculturelle, quel que soit le mode de communication, qu'il soit virtuel, en face à face, en tandem et en lingua franca. Donc il faut utiliser toute cette composante-là. Et puis, par le type de tâche, qui soit c'est l'échange de points de vue, d'opinions, soit ce sont des comparaisons sur des façons de faire différentes, ou sur l'organisation de choses à faire ensemble, et qui sont bien sûr signifiants pour les apprenants. Alors il n'y a pas de recette, on peut dire qu'il n'y a pas de recette, il y a simplement une sensibilité importante au contexte et aux situations. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Tous les thèmes peuvent être abordés. Donc il s'agit donc de construire et de soutenir des expériences d'enseignement collaboratif et réflexif, grâce aussi à du coaching et éventuellement de la recherche-action. En premier lieu, la dimension interculturelle donc, est développer cette prise de conscience lors de situations de communication interculturelle. C'est donc soutenir, construire la confiance lors de la communication avec autrui, suspendre les jugements de valeur rapide, fournir du temps d'enseignement pour analyser et réfléchir sur cette interaction,
émettre des hypothèses concernant les comportements, les opinions des autres, être capable d'accepter les malentendus, développer les compétences d'observation, souligner les différences et les similitudes, soutenir, construire le travail collaboratif à partir de tâches, développer la curiosité sur sa propre culture et sur celle des autres. Donc ça, c'est un petit peu tous les objectifs. En second lieu, c'est échanger des idées, des points de vue, discuter. Là, de même, il n'y a pas de recette, il y a une sensibilité au contexte et aux situations pour les points de vue à discuter ou à ne pas discuter. Et donc, construire ces expériences par un travail réflexif au niveau des apprenants, mais aussi au niveau des enseignants, pour la suite à mener aux télécollaborations. Donc les avantages de la communication synchrone, donc c'est vraiment la valeur ajoutée de TILA par rapport à d'autres formes. Une communication orale spontanée, une pratique langagière naturelle avec des élèves de pays différents, des dispositifs motivants, notamment avec OpenStream. Il faut pour cela coordonner l'emploi du temps, s'assurer de la disponibilité de la scène informatique, une connexion stable, une limitation parfois en ce qui concerne le nombre d'élèves participants, donc ça il faut voir un petit peu tous les éléments. Et puis comme dans chaque classe classique, eh bien, il faut gérer les incidents de communication, les malentendus, le langage et les comportements non appropriés. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu rapide, mais j'étais un peu rapide déjà auparavant préciser certaines choses, donc j'avais l'impression de me répéter un petit peu, ce que je n'aime pas du tout. Donc s'il y a des questions, si je peux revenir sur des choses qui n'ont justement où j'étais trop rapide, pas assez clair. Alors, quelle est la taille maximum d'une classe dans les projets soumis? Alors, tout va dépendre. Enfin, vous pouvez avoir très bien une classe de 20 élèves ou de 25 élèves, mais vous n'allez pas pouvoir faire toutes les choses à 20 ou 25. Par exemple, pour le chat, ça pose pas de problème. Si vous êtes en synchrone, ça marche très très bien à 25 élèves. Par contre, dès l'instant qu'on a du son et de la vidéo, c'est beaucoup moins possible à 25 élèves parce que généralement, à moins d'avoir de la fibre optique, la bande passante n'est pas suffisamment importante pour permettre à 25 élèves de se connecter en même temps et d'avoir le son et la vidéo. Donc là, il faut, je ne sais pas, c'est à peu près 5 ou 6 élèves. Mais parfois ça fonctionne, puisque là on avait bien vu qu'avec justement les élèves de Jean-François, ils étaient plus que 5 ou 6, ils étaient carrément une classe de 20, ça a fonctionné en typique, n'est-ce pas? Oui, mais je crois qu'il y avait 2 sous-groupes, c'est-à-dire c'était pas les groupes entiers. Voilà, ils ont fait 2 groupes, ils avaient fait English 9 et English 10. Voilà, ils ont fait 2 groupes parce que à 25 c'était un petit peu compliqué. Donc je crois que c'était 12, à peu près 12 par groupe, pas sur le groupe, quelque chose comme ça. Mais là, vraiment, ça dépend justement des connexions entre établissements et c'est des choses qui sont donc à prendre en compte. Et sur OpenSim, c'est pareil, c'est aussi des petits groupes en synchrone. On ne peut pas être 40, après on est perdu. Et puis les connexions sont pas très bonnes. C'est pas à peu près 10, c'est vraiment optimal. Je pense qu'on peut aller jusqu'au 10-12, mais pas plus, en synchrone en tout cas. Donc il y a un système d'alternance qui ont été mis en place avec les enseignants. Donc ça fait énormément de contraintes, beaucoup de choses à réfléchir en fonction de ses propres contraintes et des contraintes du partenaire. Il y a je pense qu'il y a d'autres questions. Je suis désolée, je ne peux pas les lire en fait. Alors, a-t-on un référent TILA au quotidien qui peut nous aider attendez, parce que ça a bougé un peu là. Peut nous aider à mettre en place le projet.
Est-ce que tu peux répéter la question? Est-ce qu'il y a un référent qu'il a au quotidien qui peut aider les enseignants à mettre en place le projet? Donc là, c'est vrai qu'on est dans une période transitoire. Donc là, jusqu'à présent, en effet, dans chaque pays, il y avait un référent qui permettait d'aider les enseignants à mettre en place, c'était les collaborations. L'idée est en effet de promouvoir ce genre de choses par la suite. Mais au tout départ, ça va être véritablement une aide technique par rapport au projet, mais il y aura aussi la possibilité d'avoir des sessions d'aide. Mais je ne saurais pas bien expliquer parce que justement, on est dans une période transitoire. Je sais que ça va se mettre en place. Pour l'instant, la mise en place, elle est véritablement technique. Et ensuite, une aide de ce type. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que sur Tila Moodle, il y aura en effet des exemples de tâches, il y aura des teacher guides en anglais et en espagnol, avec des tutoriels, enfin il y aura énormément de choses pour vous mettre à jour des différentes possibilités. Puis bon, pour l'instant, vous avez les 3 contacts, je dirais, pour la France. Donc, pour l'instant, vous pouvez faire appel à nous directement pour si on peut vous aider. Sur le plan technique, peut-être Martine, nous pouvons profiter de la présence d'Enic pour savoir est-ce qu'à partir du mois de septembre, on peut avoir une aide technique de sa part? Oui, alors sur le plan pédagogique, nous, bon, on peut toujours être, sollicité, mais sur le plan technique, parce que c'est sur les techniques aussi qui risquent de poser problème. Bon, il y a les techniciens qui sont des référents techniques dans les lycées, dans les établissements, mais est-ce qu'au niveau des TILA, Nick sera toujours disponible pour répondre à des questions techniques éventuellement? Comme il est présent, là, il peut éventuellement, Oui, non, tout à fait, puisque l'inscription TILA va permettre justement tout ce travail technique. Donc peut-être, je vais passer peut-être. Enfin, c'est un peu dommage parce que ça ne vous concerne pas forcément puisque vous n'êtes pas quelqu'un qui travaillait pour un SP. Donc je vais peut-être Il y a juste une dernière question. Peut-on commencer petit afin de se mettre moins la pression s'il y a trop de problèmes, ou devons-nous présenter un projet lourd dès le début? Non, du tout. Non, c'est personnel, ça. Oui. C'est ce que j'ai essayé de dire. En effet, moi j'ai essayé de présenter toutes les possibilités et toutes les fonctionnalités du dispositif TILA. Mais j'ai bien dit, c'est quelque chose à mettre en place de façon progressive, pas à pas, en fonction de ses possibilités. Et nous avons eu l'expérience d'enseignants qui ont très très bien fonctionné sur une simple tâche. Ils n'ont fait qu'une tâche parce que il y avait de telles contraintes que c'était absolument plus qu'une tâche, mais cette tâche a été très très bien réussie. Les enseignants qui ont eu la possibilité, voilà, j'ai fait une tâche avec cette collègue en tandem, on va en faire une deuxième, et puis ça m'intéresserait de voir comment ça se passe en lingua franca. Voilà. Mais ça vraiment, ça dépend de ses propres circonstances, et on est bien conscient que c'est beaucoup de travail, c'est absolument passionnant et enrichissant pour les élèves comme pour les enseignants, mais que on peut pas tout faire en même temps, et c'est vraiment la façon d'aborder TILA, c'est vraiment d'y aller pas à pas. Hein. Et vous dites, et de toute manière, qui s'est construit aussi avec votre correspondant, votre partenaire, il n'y a pas d'obligation. Et donc, vous pouvez commencer effectivement petit. Ensuite, si vous voyez que sur le plan technique, il n'y a pas de souci, au niveau des créneaux horaires, ça marche, etc. Donc, vous passez à la vitesse supérieure éventuellement.
Mais tout est construit, donc c'est-à-dire vis-à-vis de TILA, vous n'avez aucune obligation. C'est une fois que vous avez trouvé votre partenaire, après vous mettez d'accord sur l'ampleur de la tâche. Donc par rapport à la section suivante, Martine, Oui. donc Marie-Christine nous signale que elle est tutrice de stagiaires en fait. Ah d'accord. Donc vous avez une relation avec les SP, donc ça c'est très bien. Donc c'est quel SP? C'est de Paris ou Aix-en-Provence. Aix-en-Provence. D'accord, très bien. Donc à ce moment-là, cette partie-là peut être intéressante aussi. Puisqu'en fait, ce webinaire en français était vraiment à l'attention donc des enseignants qui travaillent dans le cadre des SP et qui sont amenés donc former les futurs enseignants de langue, futurs stagiaires éventuels dans les classes avec les enseignants. Donc c'est plutôt sur la partie tutorat direct dans votre établissement. Donc pour les stagiaires en langue, qu'on peut dire à nouveau dans ce dispositif, c'est bien de comprendre que c'est la pédagogie qui prime sur la technologie. La technologie est là, elle est intéressante, c'est ce qui permet ce dispositif interculturel, mais ce qui est bien important, c'est de développer des tâches signifiantes pour les apprenants. Dans un dispositif interculturel de ce type, eh bien, c'est aussi se centrer sur la communication interculturelle. Donc, définir des objectifs interculturels selon les situations des élèves, tandem ou lingua franca, les deux contextes, synchrone, de définir les tâches selon ce que l'on souhaite, apprendre des autres et sur soi, expérimenter avec les autres, observer, analyser, résumer sur et avec les autres. C'est donc une approche hybride qui combine du présentiel et des activités synchrones et asynchrones sur le web, aussi avec des devoirs à la maison ou en salle informatique. Et c'est combiné donc du tandem et du lingua franca dès que cela est possible tout au long de l'année. Mais comme vous venez de le dire, on peut très très bien en rester à la façon d'une tâche de télécollaboration. Donc pour les stagiaires en langue, il s'agit donc d'une formation qui sera donnée à l'attention des stagiaires et des enseignants qui accueillent de la télé. Donc ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place, mais je ne connais pas encore bien les modalités pour l'instant. En tout cas, vous nous avez comme référent et on pourra être là pour vous expliquer. Mais l'idée, c'est en effet de créer des référents par pays pour justement permettre ces formations spécifiques à la fois à l'attention des stagiaires, mais des enseignants qui accueillent la télécollaboration en France. Donc ça peut amener au niveau des stagiaires, mais aussi des enseignants, des recherches-actions sur les différentes questions concernant la télécollaboration interculturelle qui est mise en place, par exemple sur des sessions de chat et les compétences interculturelles qui peuvent se dégager, sur des sessions OpenSea, sur des sessions en tandem de lingua franca. Donc là, il y a mille et une façons de faire de la recherche-action par rapport à une simple tâche de télécollaboration. Et puis, dans le cadre du mémoire, il peut y avoir aussi, aller au-delà aussi de la recherche-action, même si c'est une sorte de continuum entre recherche-action et recherche, c'est pas deux domaines séparés, on est vraiment dans un continuum. Et là, on peut se poser aussi d'autres types de questions. Est-ce qu'on pourrait comparer ce qui se passe entre une langue et une autre langue? L'intégration de la langue maternelle, par exemple, à la langue étrangère, avec les journaux d'apprentissage, l'analyse des journaux, enfin, on a toutes sortes de choses qui peuvent intervenir au niveau recherche. Voilà, donc vos questions, vos remarques peut-être par rapport à ça. Alors peut-être dans votre situation, c'est le fait d'accueillir une stagiaire ou un stagiaire
et de l'associer à un travail de télécollaboration. Donc là, en effet, ça serait très intéressant d'avoir vous-même, vous commencez à expérimenter ça, mais vous vous faites aider par ce stagiaire qui lui-même apprend ce type de dispositif et de mise en place du dispositif. Des questions? Non, c'est clair, c'est bon. Clair. Donc le projet continue. Alors pour l'instant, ce que nous avons, hein, donc l'établissement va choisir sa contribution, le nombre d'élèves concernés, du temps requis. Les comptes ne sont pas nominatifs, hein, c'est-à-dire que par exemple si un SP s'inscrit sur TILA, il pourra donc avoir un compte pour X stagiaires et donc ça n'est pas nominatif, donc ça peut être différents stagiaires qui utilisent ce compte. Et donc on a pour l'instant au niveau technique, hein, donc c'est 3,60 € pour 3 mois et 8,30 € par an pour un groupe de 10 élèves. Ou pour 100 élèves, hein, c'est 3,25 € pour 3 mois et 7 pour un an pour un groupe de 100 élèves. Donc ça va être à partir de septembre, ça sera ce type de fonctionnement. Pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme Moodle, donc il y aura un coût donc qui est très différent en fonction de ce que l'on veut faire. Si par exemple vous voulez travailler uniquement sur après il y a d'autres tarifs, hein, pour un groupe de 20 élèves, enfin il y a tout un ensemble. Il y a un document que je pourrais vous envoyer très très précisément, hein. Là j'ai donné qu'un exemple pour vous donner donc la contribution à l'inscription TILA pour l'aspect technique, hein, qui est créé entre vous et votre partenaire étranger, ou vous et d'autres partenaires étrangers, hein, et où l'inscription des élèves est organisée et où vous pouvez avoir donc votre espace avec les BBB, les pièces de BBB et puis les espaces chat et OpenSea. Voilà. Donc en fait, ça fait 36 € hein, pour 3 mois pour 10 élèves. Je ne sais pas si c'est possible dans votre établissement ou si c'est parce que vous, ça serait plutôt par rapport à votre établissement. Les SP auront la possibilité aussi donc d'expérimenter ce genre de choses et de payer aussi. C'est pas voilà. Ça va dépendre des cas. Il y aura soit c'est les SP qui peuvent directement se prendre en charge et c'est peut-être plus intéressant pour eux puisque ils vont aussi offrir la formation. Soit c'est des établissements qui ne passaient pas par un SP prennent en charge cette inscription. Oui, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas de retour pour l'instant, donc. Parce que oui. Donc je pense qu'au niveau de l'établissement, c'est sûr que ça demande. Bon, bah, il faut voir un petit peu après tout le descriptif, mais je pense que ça doit être sans doute mis au niveau du conseil d'administration pour que ils entérinent ce coût d'inscription. Hein, et donc voilà, là c'est très variable, hein, si c'est pour 10, 20 élèves, 30 élèves, si c'est pour 3 mois ou si c'est pour un an, enfin voilà. C'est je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est tout de même assez modique par rapport à l'interface qui est proposée. On a
Oui, il faut les faire voter au CA, en effet, mais vous pouvez déjà présenter les projets et les tarifs au proviseur de l'établissement, qui ensuite prend la décision pour les faire voter au CA ou pas en fonction de la dynamique de l'établissement. Et c'est à vous de voir ce qui est envisageable, hein. Je pense que sur 3 mois, bon ça c'est vraiment très peu. Je conseillerais plutôt de faire une inscription sur 1 an, puisque ça permet justement de commencer et d'avoir plus de temps que sur 3 mois. Et peut-être avec un groupe de 25, 30 élèves, pas plus au départ. Et après, voir comment ça peut évoluer pour l'année d'après. Et il me semble que c'est plus adapté sur 30 élèves, une trentaine d'élèves sur une année, pour commencer. Je sais pas ce que vous en pensez. Dommage qu'on vous ait pas en communication directe, que ça passe par le chat. J'ai juste une question pour le vote au CA, par exemple. Oui. Il faut que ça intervienne au mois de septembre ou ça peut être en cours d'année? En cours d'année. En cours d'année aussi, d'accord. Oui, en cours d'année. Parce que si on veut gagner du temps... Oui. Il y a plusieurs votes au CA, hein, donc là je pense qu'il y en a un certainement fin juin, début juillet, mais ça doit être trop tard. Et après il y en a un qui doit être en septembre-octobre, hein, donc il faut que ça se fasse en septembre-octobre. Mais oui, avant ça, on peut en effet être voir la plateforme Moodle et déjà trouver un partenaire. Non, c'était en fait pour revenir à la première question, si on peut commencer à chercher un partenaire là tout de suite pour être opérationnel, pour monter le projet, là en juillet par exemple, virtuellement, et ensuite pouvoir soumettre le projet au mois de septembre éventuellement. Ce que je vais faire, et donc Nick est là, hein, donc je vais lui demander si vous êtes intéressé, donc qui vous ouvre un compte sur Moodle, hein, puisque là ça fonctionne encore. Ça fonctionne, voilà. Donc là vous pouvez déjà voir un petit peu, rentrer un peu dans la plateforme et voir comment ça fonctionne. Et puis essayer de voir si vous pouvez trouver un partenaire. Mais nous aussi on a quelques contacts en Angleterre, on pourra vous donner quelques contacts aussi directs. Et à ce moment-là, voir directement avec eux ce qui est possible de faire. On a quelques, enfin, je suppose, hein, parce que c'est pour l'anglais, enfin, mais il y a d'autres enseignants sur lingua franca, donc ça vous donnera déjà une idée de contacter des enseignants qui pourraient. Martine, il y a une remarque par rapport à ça. Donc, j'ai dit, ce qui m'ennuie, c'est de privilégier un groupe sur un autre. Oui. Privilégier un groupe sur un autre et aussi des résultats qui seront entendus et examinés parce que j'aurais demandé une contribution. Un groupe sur un autre, non, on peut faire du groupe, hein. Donc là, c'est comme vous voulez, hein. C'est possible tout à fait d'imaginer, et surtout si vous avez un ou une stagiaire, de l'envisager sur les deux groupes. Hein, il n'y a aucune raison. Après, qu'est-ce que c'est la question sur l'évaluation? Il y aura des résultats qui seront entendus dans la mesure où il y a une contribution. Donc de la part de l'institution, si tu veux. Oui, on va alors souci à se faire simplement de voir au niveau de l'institution, de leur faire 5 minutes ou même de présenter la plateforme Moodle et votre propre espace. C'est tout à fait parlant. Ils n'ont pas besoin de plus et c'est vraiment aucun souci par rapport à ça. C'est-à-dire vous allez avoir votre propre espace avec le collègue et puis ils verront quelques documents que vous avez postés lors de la télécollaboration ou que vos élèves ont postés et puis ils verront toutes les espaces de BBB ou de chat et simplement à voir que c'est un dispositif qui fonctionne
Donc c'est pas une évaluation. Je veux dire, enfin, c'est plus une vitrine pour vous de dire, vous voyez, c'est formidable, il y a quelque chose de très très intéressant qui se met en place et je peux vous montrer tout de suite concrètement de quoi il retourne par rapport à mon espace. Et pour la formation, éventuellement le coaching des stagiaires, c'est intéressant aussi parce que ces stagiaires ensuite, comme ils vont enseigner, ça c'est l'occasion de voir, voilà, c'est un petit peu, ils sont en train de se former sur les approches qu'ils auront très certainement à expérimenter tout au long de leur carrière aussi. Tout à fait. C'est à la fois vous êtes intéressé par ce genre de dispositif et en même temps il y a une formation qui est évidente pour l'enseignement des langues, ce genre de dispositif. Voilà. Bon. Donc si je comprends bien, je demande à Annick de vous ouvrir un compte sur Moodle pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne et puis ensuite Oui, volontiers. Oui. Voilà, très bien. Merci à vous. J'espère que... De toute manière, vous avez nos coordonnées si vous avez des questions d'ordre. Pour les questions techniques, c'est par notre biais, mais c'est par Nick surtout. Et sur la première page, je crois que vous avez noté quelque part, c'est noté dans les mails que vous avez reçus, nos adresses, donc vous pouvez nous contacter sans souci pour la recherche de partenaires, pour la mise en place des tâches éventuellement, pour essayer de faire un pré-projet que vous allez pouvoir soumettre aussi au CA éventuellement. Oui. Voilà, et puis donc là, vous avez toutes nos adresses, donc vous pouvez retrouver un ensemble de choses. Et puis aussi, il y a les tutoriels qui commencent à se mettre en place, qui font partie de la formation enseignante, qui sont également sur YouTube. Et donc, c'est des choses qui sont intéressantes aussi pour se former comme ça. Mais il y aura des formations dans le cadre des SP et à distance, comme aujourd'hui, en fait. Plus précise. Voilà, je vous remercie beaucoup. Oui. Et puis, je pense que... Voilà, dernier retour, c'est très intéressant. Merci à vous. Merci d'avoir assisté. Voilà, on se retrouve éventuellement par courriel, sans problème. Bon, à bientôt et bonne continuation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.